Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation d'un an de travaux du LIT Ouest-Tyrol en Normandie. On est très content de vous voir aussi nombreux connectés ce matin et on vous remercie par avance pour votre participation. Donc, comme vous pouvez le voir, ce matin, nous sommes 4 présents au Dôme. Donc, on est 2 personnes de l'association du LIT Ouest-Tyrol, donc Romain Piovin, qui est juste à côté, qui est le directeur de l'association du LIT, et moi-même, donc, qui suis chargée de mission en co-construction et innovation donc sur le territoire normand. On a aussi la chance d'accueillir ce matin donc Manon Huard et Pascal Gilloire qui apporteront leur témoignage un petit peu plus tard au cours de ce webinaire. Donc, pour des raisons de praticité, on a coupé vos micros ce matin, mais par contre, n'hésitez pas à réagir dans le chat puisqu'on prendra un petit temps en fin de webinaire pour pouvoir discuter avec vous. Voilà. Et donc, comme je vous disais, on est présent au Dôme ce matin. Malheureusement, on a une personne qui devait faire un petit mot d'accueil. Elle n'a pas pu être présente, donc Romain va faire le mot d'accueil à sa place. Je lui laisse la parole. Donc, bonjour à tous, donc Romain, merci Clémence. J'excuse François Munier, qui est la personne avec qui on travaille au Dôme. Je ne vais pas présenter le Dôme à sa place, puisque je ferai certainement une présentation dégradée, et je pense que ce n'est pas souhaitable, donc il présenterait mieux que moi. Ce qui est sûr, c'est que le Dôme est une structure qui est basée à Caen et qui a comme mission et fonction de faire médiation et culture scientifique. Et donc on a travaillé avec eux pendant une année et demie, pour vous montrer une partie des résultats qu'on va vous montrer tout à l'heure, en s'appuyant à la fois sur le lieu physique, donc on est à Caen, le lieu physique qui est un mix entre un Fab Lab et puis une zone d'échange, médiation publique, scientifique, et puis leur méthodologie sur laquelle on s'est basé, et puis que honnêtement on s'est approprié, et puis on a remixé selon nos propres besoins et notre secteur pour arriver à vous présenter ce qu'on va vous présenter tout à l'heure. Alors, merci Romain pour ce petit mot d'introduction. Donc, je vais vous présenter le déroulé de ce webinaire. Donc, pour commencer, on va vous faire une présentation rapide de l'association du LIT Ouest-Tyrol. On va ensuite vous présenter la méthode de travail qu'on a déployée sur nos territoires. On vous présentera les attentes des citoyens et les points de vue des éleveurs qu'on a pu relever suite aux différentes opérations qu'on a mises en place en Normandie. Et enfin, donc, on vous présentera les initiatives du LIT pour réconcilier donc, élevage et société. Alors, pour commencer, donc, les objectifs de ce webinaire, c'est de vous présenter une partie des résultats des travaux de l'association LIT Ouest-Tyrol sur le territoire normand. Donc, ce webinaire, il va être centré sur les enseignements des travaux de concertation et médiation. Et les autres travaux, donc à savoir les travaux de track aux innovations et de co-construction de solutions techniques que l'on mène avec les professionnels, ils vous seront présentés lors de d'autres occasions et notamment lors des deuxièmes journées du LIT Expert qui auront lieu donc les 13 et 14 octobre 2022 à Rennes. Donc vous êtes tous bien sûr invités et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions à ce sujet. Lors de ce webinaire, nous allons aussi vous présenter donc, les liens entre les travaux présentés et les autres travaux menés. Donc, comme je vous disais, les autres travaux que l'on mène en Normandie, mais aussi les travaux qu'on mène sur nos autres territoires, donc en Bretagne et en Pays de la Loire. Et on terminera par vous présenter les suites que l'on a programmées donc, pour les prochains mois. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on aura la chance d'avoir donc, le témoignage de participants aux travaux. Et en fin de webinaire, on prendra le temps de réagir à tous vos commentaires et interrogations. Alors, pour commencer, le LIT Ouest-Tyrol, qu'est-ce que c'est? Donc, le LIT, ça veut dire Laboratoire d'innovation territoriale. Et c'est un dispositif d'innovation ouverte via la mise en relation d'acteurs sur une thématique et un territoire, qui met en œuvre donc, des méthodologies de concertation, de co-construction et de médiation. Donc, nous avons, nous, au sein du LIT, différents acteurs, donc notamment des éleveurs, des experts métiers, des habitants, des scientifiques et aussi des représentants des pouvoirs publics. Ouest-Tyrol, ça signifie Ouest, territoire d'élevage. Donc, par définition, on est présent dans le Grand Ouest de la France et notamment donc, dans les régions Normandie, Bretagne et Pays de la Loire.
Comme vous le savez, l'agriculture et en particulier l'élevage fait face actuellement à de nombreux défis, donc que ce soit des défis en matière d'économie, de climat et d'environnement, de santé publique, avec tout ce qui est antibiorésistance, aussi de nutrition, et enfin des défis sociétaux, donc notamment liés au bien-être animal. Et donc l'ambition stratégique du Lit OSTRL, c'est de réconcilier élevage et société, en co-construisant le futur des productions animales, donc aux 3 stades, c'est-à-dire au stade de l'élevage, du transport et de l'abattage. Aussi d'augmenter le bien-être animal, de réduire les usages des antibiotiques et enfin donc d'améliorer les conditions de travail et de revenus et de vie des acteurs. Et donc l'idée c'est de faire d'un trade-off et des controverses un moteur de création de valeur sur nos territoires. Alors, je vais vous présenter maintenant la méthode de travail que l'on a mis en place. Voilà, donc comme vous le savez, depuis un peu plus d'1 an maintenant, donc le Lit OSTRL, il œuvre à réconcilier élevage et société. Et pour cela, ça passe par l'implication de différents acteurs que je vous ai présentés tout à l'heure. Et actuellement, nous travaillons à la construction de ces conditions d'implication, mais nous nous sommes aperçus que finalement, ce n'était pas aussi simple que prévu, parce qu'il y a un écart de connaissances et de niveau de technicité en fait entre les citoyens et les professionnels, qui est tel qu'on a fait le choix finalement de mettre en place une méthode que l'on a nommée la méthode du Y. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, d'un côté, on va travailler avec le grand public, de l'autre côté avec les professionnels, et l'idée à terme, c'est de travailler de concert donc avec les grands publics et les professionnels. Donc pour cela, on a une mise en œuvre qui est progressive. L'idée dans un premier temps, c'est d'informer, c'est-à-dire de fournir à tous une information objective pour aider à comprendre les problématiques et les solutions qui peuvent être envisagées. Dans un deuxième temps, l'idée, c'est de consulter, c'est-à-dire de recueillir les avis et les suggestions du public sur les thématiques de travail. Et à terme, donc l'idée, ça sera d'impliquer, donc travailler de concert avec le public et les professionnels pour s'assurer que voilà, les préoccupations et attentes de chacun soient bien prises en compte. Donc grâce aussi aux travaux que nous avons menés sur le territoire, on a pu positionner en fait les citoyens et aussi les professionnels sur une échelle de progression vers des conditions de réconciliation. Donc, ce qu'on peut voir, par exemple, du côté du grand public, c'est que, voilà, au départ, on a des contradictions, des tensions. Par exemple, je veux ça et au final, je fais l'inverse. Ensuite, on a des injonctions. Je veux ça et je ne m'occupe pas du tout de comment c'est réalisé, c'est fait. Et enfin, on a donc une implication, c'est-à-dire je veux ça et j'y contribue. Du côté des professionnels, on a la même chose. Quand on aborde le sujet du bien-être animal, au départ, on a une sorte de déni, de rejet. Tout va bien dans mon exploitation. Ensuite, on a des contraintes qui sont évoquées. C'est impossible de faire mieux, c'est trop cher, c'est encore des normes supplémentaires. Et enfin, on a donc des éleveurs qui s'impliquent dans une démarche de progrès. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Romain qui va vous présenter les différents enseignements qu'on a pu mettre en évidence suite aux opérations menées sur les territoires. Alors, merci Clémence, je vais te laisser, je pense. Sur la méthodologie qu'on vous a présentée, c'est une méthodologie à façon, on va l'appeler comme ça. Elle n'a pas vocation à être générale, générique ou à standardiser le message. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui sont à des niveaux très différents dans le Y qu'on a dit tout à l'heure. Ce qu'on ressent comme besoin sur le terrain, c'est qu'il y a quand même ces 2 pôles qui ont une certaine distance, et je pense que tu peux déjà passer au suivant, et que dans la structure que vous voyez là qui s'affiche à l'écran, c'est-à-dire l'ensemble des ateliers qu'on a pu mener, alors je ne vais pas tous vous les lister sinon ça va être long, mais vous voyez un peu le volume d'activité grâce à cette diapositive et puis l'étendue temporelle, et aussi l'étendue géographique parce qu'on vous a mis en noir les endroits où on a travaillé en Normandie dans une autre couleur qui apparaît un peu beige dans les autres territoires. En tout cas, ce qu'on a observé au travers de cette dynamique d'atelier, on va l'appeler comme ça,
c'est cette forme de cheminement que peuvent avoir les acteurs avec lesquels on travaille le long de ce qu'on a appelé donc un Y, et sachant qu'il peut y avoir des points de départ très différents, il peut y avoir des éleveurs qui sont déjà dans l'implication et d'autres qui sont encore dans le déni. Bref, vous voyez qu'il y a une gradation sur le principe. En tout cas, ça donne une typologie, une structure du public, on va l'appeler comme ça, avec lequel on interagit. Donc si je fais très très bref, vous voyez surtout le petit carré en bas à droite, enfin, c'est un grand rectangle d'ailleurs, c'est un carré, avec 440 participants en Normandie, c'est-à-dire qu'on a interagi avec des façons plus ou moins structurées, plus ou moins régulières, avec un peu plus de 400 personnes qu'on va qualifier de citoyens, au sens où ce ne sont pas des professionnels de l'élevage. Et c'est ce qui nous permet de vous présenter les messages qu'on va vous présenter tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils n'ont, enfin que là tout de suite, d'ailleurs, qui n'ont pas une vocation de vérité absolue, puisqu'on n'est pas sur du travail quantitatif, mais qui a une vocation à vous donner des tendances principales, je vais appeler ça comme ça, au vu de la méthodologie qu'on a déployée, de l'exercice qu'on a fait et de l'assemblage des messages qu'on a pu récolter au travers de ces exercices. Alors, il y a des choses que vous allez savoir, très certainement, plus ou moins, il y a des choses qui vont peut-être vous conforter, vous interroger, etc. C'est le but, c'est l'idée. En fait, on fait ce travail-là pour récolter, mieux expliquer ou mieux s'expliquer entre nous ce qu'on a comme perception générale, c'est-à-dire une attente forte de la part de la société. Statistiquement, on a plus de 80% qui disent que le bien-être animal, c'est important. Et nous, on est allé chercher un peu les nuances, c'est-à-dire essayer de comprendre quels sont les moteurs, quelles sont les justifications de cette tension qu'il peut y avoir, ou de cette envie, etc. Et donc, un premier élément qui ressort, que vous avez certainement en tête, et puis Clémence l'a donné en introduction, c'est une distanciation croissante à minima, c'est une distanciation marquée entre élevage et société au sens large. C'est-à-dire que la population est de fait de plus en plus éloignée d'un point de vue physique du monde agricole et du milieu rural en général, mais aussi des exploitations qui sont de moins en moins visibles ou de moins en moins accessibles, puisque les animaux étant en bâtiment, et puis on voit de moins en moins les animaux de fait, par le fait qu'on soit dans un milieu urbain. Conséquence, et c'est là ces points-là qui sont importants à avoir en tête quand on structure nos messages, quand on pense notre façon de parler bien-être animal et de réconcilier ou de faire cheminer des visions de ces deux pôles, on va appeler élevage et société, ce qui est inconnu devient suspect. Donc c'est un élément déterminant qu'on trouve régulièrement, qu'il faut pouvoir avoir en toile de fond dans toute la compréhension des messages qu'on peut entendre d'un point de vue expression sociétale. Un autre point aussi qui est important, que vous avez sans doute en tête, c'est que de fait, cette absence, cette distanciation crée un vide, et ce vide est souvent comblé par des visions soit caricaturales ou caricaturées, que ce soit positivement ou négativement. Les principaux vecteurs, ce sont les médias, dans la tendance plutôt négative, et les produits marketing, dans le sens qu'on a l'habitude de dire entre nous, le Martin à la ferme, je pense que vous voyez de quoi je parle, en tout cas une dégradation d'une réalité, soit par la dimension très positive mise en avant, trop positive, soit très négative, et qui de fait vient distordre la réalité, ou en tout cas, et puis c'est peut-être un symptôme de notre société, enlever toutes les nuances. Voilà. Ou en tout cas lisser un certain nombre de nuances. Les distanciations sont multiples. Il y a sur le fonctionnement de l'élevage, il y a sur la rationalité des choix des éleveurs, il y a sur les contraintes auxquelles ils doivent faire face. Et donc on a une méconnaissance qui se décline sur ce qui se fait déjà. On a eu des ateliers dans lesquels des citoyens nous ont proposé des choses qui existaient déjà en termes de démarche de progrès, en disant ça, ce serait génial pour le futur. Ils n'avaient pas connaissance que c'était mis en place, y compris dans des démarches de progrès. Souvent, et de fait, c'est la conséquence de ce manque de connaissances. Les attentes qui sont exprimées sont simplistes ou simplifiées ou idéalisées. Et quand on n'apporte pas de connaissances, et on verra après les nuances, quand on n'apporte pas de connaissances, on peut avoir comme injonction que tous les animaux aillent dehors. Évidemment, c'est pas aussi simple. Et ça nous génère pour nous une vigilance, c'est attention à la lecture qu'on peut faire des enquêtes quantitatives qui, intrinsèquement, contiennent ce biais qui est de fait, on demande à des personnes de s'exprimer sur, j'allais dire, des éléments pour lesquels il y a un défaut de connaissance de façon générale. Un autre élément aussi qui ressort régulièrement, c'est que l'attente sociétale en matière de bien-être animal, elle découle avant tout, principalement, de la manifestation du rejet de l'industrialisation du vivant. La dernière fois que j'ai présenté ça, c'était avant-hier, et j'ai dit c'est un peu la soupape de sécurité, entre guillemets. C'est-à-dire que face au refus de l'industrialisation du vivant, qu'on va définir après, en quelque sorte, le bien-être animal serait le garde-fou ou serait le rempart, d'une certaine façon. Et c'est ça qui est exprimé avant tout. C'est comme ça, en tout cas, qu'on l'a entendu, qu'on l'a lu, qu'on l'a écouté. La définition de l'industrialisation, alors c'est pas une définition académique, encore une fois, je reviens sur cette petite nuance que je mettais tout à l'heure, c'est une définition qu'on constate.
c'est le fait d'avoir une industrialisation du vivant, comme la recherche en particulier, voire seule, de la performance, qu'elle soit économique ou productive, au détriment, alors je vous donne des exemples, là, le rendement à l'hectare, le nombre de litres, etc., mais surtout au détriment des facteurs du vivant, que ce soit environnemental, que ce soit des conditions des animaux, que ce soit des conditions de travail aussi, y compris pour les humains. Et donc il y a ça derrière la notion d'industrialisation. Le point aussi qui va, j'allais dire, en conséquence, c'est que ce refus de la recherche de performance et de la standardisation appliquée aux animaux, il s'applique ou il s'étend à tous les paramètres, en quelque sorte, qui vont favoriser cette industrialisation, que ce soit le travail sur la génétique ou le choix de l'alimentation, le nombre d'animaux ou la densité, ou le choix des mutilations au profit de performance. Voilà. Il y a un point aussi qu'il va falloir qu'on creuse, évidemment, puisque nous, on a de la bibliographie qui nous dit l'inverse, mais quand on a des échanges réguliers avec les citoyens et consommateurs, la croyance d'une corrélation nécessairement négative entre la taille de l'élevage et les impacts environnementaux et le niveau de bien-être animal ressort assez régulièrement. Donc on vous montrera après ce qu'on fera sur ces points comme ça, qui sont on va dire des idées reçues, des a priori, on va dire ça comme ça, qu'on ne peut pas laisser en l'état au vu de la connaissance scientifique accumulée sur les dernières années. Méfiance à l'égard de la technologie aussi de la part des citoyens. La technologie doit être avant tout pour le citoyen, encore une fois. C'est une expression d'une envie, d'une attente, d'une perception. La technologie doit permettre avant tout à l'humain d'améliorer ses conditions de travail et pas autre chose, pour qu'il puisse dégager du temps pour lui-même et pour s'occuper de ses animaux. Je vous disais ça, ces constats-là, ils partent souvent de la discussion qu'on peut avoir, je vais le dire comme ça, en début d'atelier ou sans apport de connaissances complémentaires. Quand on fait l'exercice d'apporter des connaissances complémentaires, qu'on appelle nous dans notre petit jargon connaissances objectivées, c'est-à-dire qu'on va se nourrir à la fois de la réalité qu'on appelle du terrain, mais aussi des éléments de connaissance qu'on a dans un cadre scientifique. Une fois ces éléments apportés, ce que le citoyen il exprime comme attente principale, et en premier lieu, quand il parle de bien-être animal, c'est que les animaux ne souffrent pas. Ça paraît évident, mais en fait, ça enlève toute la dimension, entre guillemets, technique, on va dire ça comme ça. Ça enlève surtout et aussi le fait que ce n'est pas l'élevage qui est remis en cause en tant que tel, sauf évidemment militantisme ou choix éthique ou alimentaire de antispécisme ou véganisme, mais dans la très grande masse, ce n'est pas l'élevage en tant que tel qui est remis en cause, mais plutôt la souffrance animale, ou en tout cas qui est réinterrogée par l'envie ou le besoin ou l'expression d'attente de plus de bien-être animal, mais c'est le mode de production et les modes de pratique d'élevage qui sont interrogés avant tout le reste. Une fois qu'on a un apport de connaissances, en fait, l'injonction citoyenne, elle se réadapte à l'apport de connaissances qu'on a pu faire. Et typiquement, quand on discute sur l'accès à l'extérieur, quand on commence à apporter des éléments de connaissances complémentaires, comme on va dire les températures de confort ou les modes d'interaction sociale, je ne sais pas si c'est le terme qui va bien, excusez-moi, mais en tout cas les modes d'interaction entre les animaux, ce qu'on voit, la réponse entre guillemets qu'apporte le consommateur ou la piste qu'il nous donne, c'est pourquoi est-ce que donner le choix aux animaux, est-ce que ce ne serait pas un facteur de réduction de la souffrance? Et donc pour nous, ce n'est pas un enseignement majeur, mais en tout cas c'est une piste significative de regarder en quoi et comment est-ce que cette notion de donner le choix, il faut définir quel choix, à quel moment, etc., peut être ou pas un vecteur de réduction de la souffrance. Et corrélation, ce tiré-là, il fait le lien aussi avec tout ce qui a été dit précédemment. Face à cette absence de connaissances de façon générale, ou cette envie de minimiser les éléments de productivité, et donc découler le raisonnement que je viens de vous donner, une des conséquences en termes de déclaration, c'est-à-dire qu'on ne constate pas forcément, encore que dans certaines espèces, on le voit, c'est en particulier sur le porc, mais ce n'est pas du tout vrai sur la volaille par exemple, on voit qu'il y a une déclaration de comportement de consommation qui est consommé moins mais mieux. Et on va avoir dans la période qui arrive aussi, un travail pour mesurer la distance entre la déclaration et la réalité en termes de comportement à un instant donné, mais aussi de façon dynamique et dans le temps. On peut continuer d'avancer. Il y a un autre point aussi qui est important à avoir en tête, c'est la notion de confiance. Et en fait, dans la représentation que se fait le citoyen de la prise en compte du bien-être animal, cette confiance, elle est essentielle. Et par quoi est-ce qu'elle passe en priorité? C'est par le contact humain et par le contact avec l'éleveur. C'est-à-dire que vous avez
c'est une échelle constatée. Encore une fois, on n'est pas dans du quantitatif. Je le redis régulièrement parce que voilà, il ne faut pas interpréter ce qu'on dit là au-delà de l'exercice qu'on a fait et de l'échantillon sur lequel on a pu travailler. Ça colle quand même avec des travaux que des instituts techniques nous ont présentés aussi, donc il n'y a pas longtemps. Donc on est vraiment sur les mêmes longueurs d'onde. Il y a une échelle de confiance constatée quant à la bonne prise en compte du bien-être animal, c'est-à-dire que le citoyen il accorde la grande confiance à l'éleveur qu'il connaît, sans même avoir besoin que cet éleveur-là, dans la plupart des cas, lui donne la preuve quant aux pratiques qu'il utilise. Le contact humain génère la confiance. Et en deuxième dans la liste, il y a le boucher qui lui est capable de faire ses choix. Mais on a quand même encore un humain, entre guillemets, en face, qui est vecteur de la confiance. Quand on n'a plus de l'interaction avec l'humain, donc le producteur, le boucher, à défaut, c'est trivial, mais ça vaut le coup d'être dit, surtout pour la deuxième partie, c'est que les citoyens, les consommateurs, de fait, se fient aux étiquettes et aux labels, tout en reconnaissant que clairement, ils n'ont pas d'idée vraiment de ce que les étiquettes peuvent donner, indiquer en termes de bien-être animal. Il y a une méconnaissance constatée de ce qu'il peut y avoir derrière les étiquettes ou les labels. De façon générale, pas que sur bien-être animal, mais bon, comme on regarde que bien-être animal. Et le dernier point qui est, on va dire, qui pique un peu, c'est un regard critique, très critique sur les démarches de marketing, avec, j'allais presque dire, une méfiance ou une défiance de tout ce qui est élément marketing. Et donc vous avez une forme de petite représentation graphique de ce que je vous ai dit là, mais ça illustre le même propos. Ça vient quand même consolider un message aussi important, c'est-à-dire qu'il y a besoin, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a constaté aussi, je ne sais pas s'il y a un besoin, mais le rôle d'un tiers de confiance est important dans cette notion d'apporter la preuve en termes de bien-être animal. Il faut choisir son tiers de confiance, il faut pouvoir l'identifier, l'insérer dans le système de mise à disposition de la preuve, mais en tout cas la notion de tiers de confiance est importante, en particulier quand on est dans des démarches de marketing qui sont soumises à suspicion dans les très grandes lignes. Voilà ce que j'avais à dire sur cette première partie, sauf s'il y a autre chose, mais je ne crois pas, pour avoir le diapo à peu près en tête. Et donc je vous propose, donc Clémence l'a dit tout à l'heure, mais comme il y a des personnes qui se sont connectées depuis, ce qu'on va faire, c'est que on est sur un format très court, on vous donne quelques informations qui sont clés pour nous, et on aura d'autres événements comme le Lit Expert, par exemple. Évidemment, tous les participants sont invités, c'était la page de pub et je la referme. Vous aurez plus de profondeur sur tout ce qu'on fait. Là, c'était vraiment focalisé sur cette notion d'interaction avec les citoyens, puis après on va parler sur la partie éleveur. On a coupé les micros pour des raisons essentiellement techniques, de parasites, etc. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, on va les récolter après, et puis on se fera votre interprète ou on lira vos questions pour essayer d'y répondre. Et puis évidemment, on se connaît pour la plupart d'entre vous, on se connaît déjà. N'hésitez pas à nous recontacter pour creuser, dire pourquoi est-ce que vous avez dit ça et comment est-ce qu'on pourrait avancer sur tel sujet. Voilà, je ferme cette parenthèse pour les personnes qui sont arrivées entre-temps et je laisse la parole à Pascal pour te présenter. Déjà, merci d'être avec nous. Et après, de faire, j'allais dire, un témoignage, retour d'expérience au titre de ta profession essentiellement, et puis de ta participation aux ateliers. Donc, bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Donc, je suis Pascal Gillois, je suis chargé de projet au Centre technique régional de la consommation, qui est un regroupement d'associations de consommateurs sur tout le territoire normand. Donc, on a 23 associations de consommateurs sur le territoire, plus une grosse association environnementale qui est adhérente chez nous. Donc, moi, j'ai participé à un des ateliers qui apparaissait tout à l'heure sur le graphique, qui était dans la tête d'une vache. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est là effectivement où on s'est aperçu que le consommateur ou le citoyen, pour moi, c'est les mêmes. Hein. Dans mon boulot, moi, ça fait 30 ans que je travaille dans la consommation. Donc, voilà, pour être bon consommateur, il faut être bon citoyen. Les deux sont liés. Donc j'ai trouvé intéressant cet atelier parce qu'on s'apercevait que ça représentait un petit peu, alors c'était pas exhaustif, mais ça représentait un petit peu le souci d'un consommateur. C'est-à-dire on voyait qu'il y avait des consommateurs sur le bien-être animal qui étaient dirigés sur comment il était abattu, d'autres comment il vivait avant d'être abattu. Enfin voilà, il y a tout un cheminement qui est différent. Donc c'était, je trouve, très, très intéressant de partager ça avec des citoyens ce jour-là.
Ensuite, dans ce qui a été dit, moi je suis assez d'accord et je partage, c'est-à-dire entre l'acte de réflexion, en tout cas sur le bien-être animal d'un citoyen ou d'un consommateur, et les actes qu'il y met derrière, il y a plein de paramètres qui viennent parasiter un petit peu ces gestes. Voilà. Donc aujourd'hui, on le sait, une des difficultés, moi je trouve, dans ce pas du bien-être animal, c'est le prix. Moi j'aime à dire, on dit que la vie n'a pas de prix, mais en l'occurrence, quand on parle du bien-être animal, c'est l'inverse. Donc, je considère qu'il y a un prix à la vie et que le consommateur ne peut pas demander en même temps qu'un éleveur gagne bien sa vie et qu'en même temps il paye pas cher quand il va avec son caddie acheter de la viande. Voilà. Pour moi, c'est pas cohérent en tout cas, et dans les messages qu'on souhaite passer auprès du consommateur et quand on y travaille, ça c'est un point pour nous qui est essentiel. Je voulais vous dire aussi, moi j'ai aucun souci, je mange de la viande, je suis pas vegan, je suis pas végétarien et je respecte ceux qui le sont, il n'y a aucun souci, mais c'est pour vous dire d'où je parle. C'est-à-dire moi j'ai aucun souci là-dessus, mais je souhaite effectivement qu'il y ait un bien-être animal. Alors, on n'a pas le temps de balayer toute la réflexion, mais dans l'atelier, par exemple, moi, auquel j'ai participé au lycée, j'avais apporté la notion du consommateur en tant que citoyen aussi, c'est-à-dire que il faut bien penser que si on souhaite que l'animal soit dans de bonnes conditions d'élevage, il va falloir aussi à un moment donné se poser la question de l'habitat, parce qu'on ne peut pas vouloir une maison individuelle, empiéter sur les territoires sans arrêt et en même temps demander aux éleveurs d'avoir des grands herbages pour aller faire paître les animaux. Donc tout ça, c'est une réflexion en tout cas au niveau du citoyen consommateur qui nous intéresse beaucoup. Donc nous, on essaie de travailler sur ce lien. On a des travaux actuellement qui sont sur la consommation responsable, qui rejoignent un peu les travaux qui sont faits aussi par le LI en fin de compte, c'est-à-dire que mettre en relation le professionnel sur un territoire et un consommateur, pour nous, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, ça nous paraît effectivement essentiel, parce que le consommateur a besoin, et il est rassuré quand il sait comment l'animal est élevé, qu'il peut à un moment donné communiquer avec l'éleveur, ou effectivement l'intermédiaire, on en a aussi des bouchers qui font l'intermédiaire entre les deux. Moi j'étais élu par exemple dans une petite commune, on avait entièrement confiance et on faisait appel au boucher parce qu'il était capable de nous dire le lieu, le nom de l'animal et tout ça, comment il avait été élevé pour pouvoir nourrir les élèves à la cantine. Ça nous, c'était un paramètre qui était très important. Donc là-dessus, nous, on est intéressés par les travaux qui sont menés par le LI de ce côté-là et de faire le lien des travaux qui sont faits auprès des consommateurs. Voilà. Donc on n'a pas discuté encore de comment on pouvait travailler ensemble, bien qu'on s'est quand même rencontrés. Mais je pense que dans l'avenir, on pourra mener des travaux en commun sur le sujet. Merci beaucoup. Merci Pascal. Donc on va continuer sur les enseignements, sur la partie, j'allais presque dire maladroitement, que vous connaissez par cœur. C'est le point de vue des éleveurs, mais ça vaut le coup de le rappeler parce qu'on a constaté que vous connaissez certainement, même, je vais même le dire comme ça, mieux que nous pour la grande partie. Ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on l'a mis au regard de ce qu'on a dit avec la méthodologie de barrage du Y, on va appeler ça comme ça, et aussi on a essayé de le connecter à l'ensemble des autres travaux qu'on conduit. Alors encore une fois, c'est une diapositive riche, ça vous montre, c'est surtout pour vous montrer qu'on travaille beaucoup, je vais dire ça comme ça, parce que je suis incapable de rentrer dans chacune des lignes là, sinon on va y passer l'heure tout entière. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a des interactions très régulières avec un certain nombre d'éleveurs qui sont dans des territoires et qui travaillent sur des espèces différentes. Et avec toutes ces discussions, ces interactions, on arrive à générer des tendances, ou en tout cas à capter un certain nombre d'informations qu'on voulait partager avec vous et qui sont consubstantielles des hypothèses qu'on doit regarder avec attention pour arriver à faire fusionner nos branches du Y. On va appeler ça comme ça. Et pour les participants, c'est
notre ambition de concilier ou réconcilier élevage et société, cette idée de fusionner les branches. Donc un premier message que vous avez certainement en tête, et puis je vais me répéter plusieurs fois, c'est une appropriation hétérogène de la notion de bien-être animal chez les professionnels, avec des interrogations et un besoin de connaissance et une envie de savoir si les pratiques qui sont mises en œuvre, elles correspondent vraiment, est-ce que c'est vraiment du bien-être animal? C'est souvent la question qu'on a d'ailleurs, est-ce que je fais, c'est vraiment du bien-être animal ou pas? Et donc, avec la question de, ok, est-ce que c'est scientifiquement démontré ou est-ce que c'est une réponse à ce que le citoyen ou consommateur attend en termes de définition du bien-être animal? Et la distinction ou la dichotomie entre ces deux notions-là, qu'on a vu qui ne sont pas triviales, avec ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire que ce que peut attendre le consommateur en termes de définition du bien-être animal n'est pas forcément systématiquement un bien-être animal que je vais qualifier scientifiquement démontrable ou démontré. Et donc c'est cette tension-là qu'on retrouve chez l'éleveur dans son appropriation en tant que notion, avec pour nous en tout cas en tant que Litwest-RL, et puis vous êtes en grande partie membre du Litwest-RL, ça confirme l'objectif majeur du Litwest-RL qui est d'avoir ce besoin et donc la définition co-construite sur des bases des enseignements de la science de ce qu'est le bien-être animal. C'est ce qu'on appelle les référentiels techniques dans le Litwest-RL. Et donc ça pourrait venir jouer ce rôle-là, c'est ce qui se passe d'ailleurs aussi. Et puis on voit aussi qu'il y a une définition évidemment qui est évolutive dans le temps, à la fois dans l'absolu et puis dans l'esprit des individus, que ce soit des éleveurs ou autres. Donc cette notion de temporalité et puis de se positionner à un endroit sur l'échelle de temps et de connaissance, évidemment, ça nous génère toute une variabilité qu'on doit avoir en tête pour constituer ce socle qu'on appelle référentiel. L'étape d'après, c'est ce qu'on attrape au-delà de la notion, c'est l'incarnation de cette notion qui se fait essentiellement par une lecture réglementaire ou technique du bien-être animal. Alors on n'est pas caricatural parce qu'on a entendu ce qu'on vous dit là. Il ne faut pas imaginer que c'est dans la grande majorité, mais en tout cas, la tendance est suffisamment marquée pour qu'on vous en parle, en façon de s'exprimer. Donc le premier point, c'est au niveau du bien-être animal, le bon niveau, il peut être reflété par les normes et la réglementation. Et la conséquence qu'on peut entendre régulièrement, c'est je suis la réglementation, je respecte la réglementation, donc je fais du bien-être animal. Ensuite, il y a un autre constat qui est très pragmatique et qui est certainement très très bon, après qui peut être une interrogation par rapport à la preuve que peut être apportée, c'est puisque mes animaux ils produisent, c'est qu'ils sont en bonne santé et que le niveau de bien-être est bon. Et puis, il y a aussi la notion de se dire qu'il y a une forme d'amélioration sur la base des bonnes pratiques dont on attend qu'elle apporte beaucoup plus de bien-être animal, sans qu'on ait forcément de capacité d'expérimentation, je vais dire ça comme ça, sur la définition de bien-être animal, de bonnes pratiques de bien-être animal. Et puis on se rend compte d'un élément qui est assez marquant ou assez marqué pour nous, c'est peu de réflexion ou de démarche sur la mesure directe du bien-être animal. C'est un peu fort à dire ça, mais c'est surtout lié aux deux derniers points, c'est-à-dire qu'on constate une aversion à l'évaluation. Ceux qui, pour être avoir travaillé avec des vétérinaires sur le sujet, on ne peut améliorer que ce qu'on a mesuré, que ce qui est mesurable ou mesuré. C'est un peu l'adage des systèmes d'évaluation et d'amélioration continue, on va dire ça comme ça, de contrôle qualité ou process qualité. Et en fait, on a un premier écueil, je vais dire ça comme ça, pour rentrer dans des démarches d'amélioration, c'est cette aversion à l'évaluation. On n'a pas fait d'analyse ni économique du coût de l'évaluation, ni psychosociologique de la pression que peut générer une évaluation, mais en tout cas c'est ce qu'on constate, l'aversion à l'évaluation. Et puis un décalage entre une approche scientifique que je vous disais et puis des notions ou des représentations des professionnels. Encore une fois, je vous donne des grandes lignes, je ne vous dis pas que là c'est la totalité des éleveurs, il y a évidemment on est beaucoup plus que ça dans la nuance. Alors, par rapport à l'attente de la société, clairement, ça engendre cette attente dans la profession, une incompréhension, une pression, on peut aller jusqu'à la colère. Et puis on peut même dépasser la colère par moment, avec des exemples d'éleveurs qui nous ont dit « moi je continuerai jusqu'à la fin, même si je dois mettre des barbelés et des miradors ». Voilà. Donc c'est l'expression quand même que vous connaissez, vous savez très bien, c'est un poids pour les éleveurs, cette pression ou cette attente sociétale. Et le premier point, c'est mon bien-être à moi en tant qu'éleveur qui s'en préoccupe. Donc vous savez ça aussi bien que nous.
évidemment. Fatigue, crispation, ras-le-bol face aux attaques médiatiques, mais aussi, et on l'avait pas vu venir, en tout cas on l'a entendu et on vous en parle, c'est face au conseil technique qui est dans l'injonction, tu dois faire ça, et qui en fait subtilise une petite partie quand même du travail de l'éleveur qui est de pouvoir faire ses propres choix, pour pouvoir conduire son troupeau et ses animaux. Et un regard critique aussi sur les attentes de la société qui ne se traduisent pas dans les comportements d'achat. Et c'est pour ça que nous, on a, dans notre façon de travailler, on a forcé la distinction entre le citoyen et le consommateur, parce que ce qui se passe dans la tête constatée du citoyen n'est pas ce qu'on voit dans le comportement de consommation, donc on est obligé de regarder les deux entités. Et en fait, cette tension-là pèse aussi beaucoup sur j'allais dire le moral, je vais le dire comme ça, oui, le moral des éleveurs. Ça se traduit évidemment, et puis Pascal l'a dit tout à l'heure, sur l'importance de sensibiliser les citoyens et consommateurs aux conditions de vie, de travail, de revenus des éleveurs, sans faire en lien évidemment avec le premier point que je vous ai présenté tout à l'heure, et aussi et surtout au surcoût du bien-être animal. Le bien-être animal n'est pas gratuit, évidemment, et je pense que j'ai dit l'essentiel du message sur cette diapositive. On peut continuer. Dernier point, avant-dernier point. Sur sentiment d'impuissance aussi, parfois à faire mieux, qui a été exprimé. Pourquoi sentiment d'impuissance exprimé? Marge de manœuvre limitée du fait de considérations économiques, exacerbées par la conjoncture, surcoût du bien-être animal et des prix de produits, clairement contrainte. La nécessité de respecter les cahiers des charges. Certains éleveurs sont dans des cahiers des charges, s'ils veulent modifier quoi que ce soit de leur pratique, ils ne sont plus dans leur cahier des charges, et donc c'est une limite. Manque de visibilité sur l'avenir aussi, ça revient à tout à l'heure, cette tension entre les injonctions ou les attentes sociétales, ce qu'est vraiment la science, ce qui pourrait être possible demain, les débouchés, les marchés, etc. Et puis l'incertitude sur les conséquences. Et je pense que ce dernier point, de la lecture qu'on en a, est probablement un des points presque les plus forts dans le passage à l'acte d'essayer de faire mieux, c'est « et si j'améliore ceci, les trade-offs ». Qu'est-ce que je perds ou qu'est-ce que je gagne sur les autres dimensions? Et en particulier sur les dimensions économiques, de performance économique, d'impact environnemental, si je mets tous les animaux dehors, quel est l'impact environnemental, etc. Donc je pense que cette notion d'incertitude sur les conséquences est un élément qu'on doit pouvoir regarder en configuration Lit-West-RL, et c'est ce qu'on a commencé à faire d'ailleurs dans nos travaux d'analyse de la performance multicritère, et qui viendront certainement essayer de consolider des éléments qui permettront de lever en tout cas ce point-là. Et donc de fait, difficulté, impossibilité à prendre un certain nombre de risques dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques. Dernier point, c'est sur le travail de track à l'innovation. On ne va pas vous présenter le travail de track à l'innovation tout simplement parce qu'il y a plus de 120 innovations qui ont été traquées et on vous les présentera dans différents formats dans les temps qui arrivent. Juste pour vous donner des liens ou des informations qu'on retire aussi de ce travail à la track et l'innovation. Les éleveurs qu'on a vus, je ne vous parle que des éleveurs qu'on a vus. Ceux qu'on a vus, ils ont conscience de la nécessité d'améliorer le bien-être de leurs animaux pour que l'élevage ait un avenir, y compris pour améliorer les performances environnementales, ouvrir leurs élevages, etc. C'est-à-dire qu'ils conditionnent le fait d'améliorer le bien-être animal à l'existence des filières demain. C'est assez fort, c'est assez marqué chez les personnes chez qui on fait de la track, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir quelque chose à nous raconter sur des pratiques bien-être animal. Alors après, on va rentrer un tout petit peu dans la technique, mais je vais vous donner des messages principaux. Technique au sens où il y a des innovations incrémentales et de rupture, donc on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail-là, mais quand on est sur je vais appeler ça comme ça, des petites innovations, c'est-à-dire qu'on est sur des innovations qui ne remettent pas en cause tout le système de production, on voit qu'il y a une volonté de changer le système, mais une limite imposée par le bâtiment, et les ressources financières, et les cahiers des charges. Donc les éleveurs essaient de travailler à la marge, ils ont l'envie, ils essaient de travailler à la marge de leurs contraintes en premier lieu. Sur ceux qui ont la capacité, la possibilité financière, débouchés, peu importe, d'avoir une marge de manœuvre plus grande sur leur système, on observe une plus grande acceptation du risque et un souhait de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes des systèmes, et en particulier se positionner sur de la forte valeur ajoutée et réduire les charges. On en a presque, entre guillemets, qui se disent « moi je travaille, mieux je me porte », ils n'ont pas tort, et moins je dépense, plus j'ai de chances de faire de la marge.
C'est un raisonnement qui se tient et qui se critique ou qui se discute comme d'autres, mais en tout cas, c'est dans ces genres de raisonnement ou dans ce genre de creuset de raisonnement qu'on trouve les approches les plus en rupture avec ce qu'on appelle dans notre jargon les modèles standards, c'est-à-dire l'essentiel des modalités de production telles qu'on peut les constater et qu'on avait construit avec vous d'ailleurs dans les travaux de track animation. Voilà, je pense que j'ai terminé sur ces messages principaux qui sont certainement des rappels pour vous et on va écouter Christelle Marie, qui est éleveuse dans le Calvados, qui va se présenter, pas en direct, puisqu'elle n'est pas avec nous, elle ne pouvait pas venir, mais qui nous a fait le plaisir d'enregistrer une petite vidéo à votre destination, qu'on va écouter tout de suite. Bonjour, moi c'est Christelle Marie, je suis agricultrice. Je me suis installée en janvier 2019 sur une petite exploitation de polyculture élevage dans la plaine sud de Caen. Mon exploitation a une surface de 50 hectares, qui sont pour la grande majorité des prairies permanentes, et j'ai aussi une dizaine d'hectares de cultures qui sont destinés à produire l'alimentation du troupeau. Pour ce qui est de l'élevage, j'ai choisi d'utiliser les races locales. Donc j'ai un troupeau bovin de 12 vaches allaitantes de race normande qui sont conduites en bio. Donc pendant la belle saison, les vaches sont à l'herbe et l'hiver, elles rentrent en stabulation et elles sont nourries au foin récolté sur l'exploitation. J'élève les veaux jusqu'à 3 ans en bœufs et en génisses, dont une partie sont vendues en caissettes à la ferme. Mon atelier porcin est constitué de 2 truies et un verra de race porc de Bayeux. Donc c'est une race pour laquelle il existe un programme de sauvegarde puisque les effectifs sont très faibles. Chaque année, je garde une douzaine de porcelets que j'engraisse et que je vends également en caissettes à la ferme. J'ai également un tout petit atelier caprin. Donc ce sont des chèvres défaussées. J'ai 4 chèvres et un bouc qui me servent pour l'éco-pâturage, c'est-à-dire que je les mets dans les prairies qui sont inaccessibles en tracteur et elles s'occupent de débroussailler le terrain. En tant qu'éleveuse, je fais partie d'un groupement d'intérêt économique et écologique, donc un GI2E, que nous avons choisi d'appeler Bien vivre avec mon troupeau, et dans lequel nous parlons aussi bien du bien-être des animaux que du bien-être des éleveurs, puisque les deux sont très très liés. J'ai participé à différents travaux avec le LIT Ouesterel. Donc tout d'abord, une première rencontre entre les membres de notre GI2E et le LIT Ouesterel qui nous a permis d'exposer les travaux de nos deux groupes, les projets que nous avions et de voir sur quel thème nous nous rejoignions pour travailler ensemble. Ensuite, j'ai participé à la conférence Grand Témoin, quel lieu de vie pour quel bien-être animal, au cours de laquelle j'ai pu présenter mon exploitation et la façon dont j'élevais mes animaux. Plus récemment, j'ai participé à 2 ateliers de co-construction sur le thème de l'abattoir mobile, donc ateliers qui regroupaient différents professionnels et au cours duquel chacun a pu présenter sa vision de cet outil qui est en cours de développement. Pour moi, le LIT Ouesterel est un interface important entre les professionnels et le grand public parce qu'il est utile de recréer un lien entre les éleveurs et les consommateurs, beaucoup d'incompréhension étant liée au manque de connaissances de part et d'autre. Dans le cadre des ateliers de co-construction, le fait d'impliquer tous les intervenants permet d'augmenter les chances de réussite d'un projet. Donc, dans le cadre de l'abattoir mobile, le projet de camion d'abattage, c'est quelque chose d'important puisque l'abattage est un sujet sensible pour le consommateur, mais c'est quelque chose aussi de très important pour les éleveurs qui souhaitent développer la vente directe. En effet, le camion d'abattage circulerait dans toute la région pour abattre les animaux au plus près des exploitations, ce qui est quelque chose de très important, que ce soit en termes de bien-être animal, par la réduction des temps de transport, mais aussi de bien-être de l'éleveur, puisque on gagne du temps, ce qui n'est pas négligeable, et de traçabilité de qualité des produits. La vente directe, pour moi, c'est quelque chose de très important, puisque ça permet de recréer du lien entre les éleveurs et les consommateurs, et aussi d'améliorer la confiance entre les uns et les autres. En effet, pour moi, les éleveurs sont les mieux placés pour expliquer comment les animaux sont traités dans les exploitations et pouvoir rétablir la vérité entre les vidéos chocs des associations de défense des animaux et les visuels trompeurs de produits vendus en grande surface. Et donc un besoin et une envie de recréer du lien
qui est constaté des deux côtés du Y. Autant les éleveurs que les citoyens ont envie de recréer ce lien-là. Encore une fois, je vous dis dans les panels ou dans les personnes avec qui on a discuté. Je te prie s'il te plaît. Merci beaucoup. Ça marche. Merci. Merci, Luce. Voilà. Et donc, nous, ce qui nous importe, c'est de pouvoir vous présenter, en fait, d'une certaine façon, comment est-ce qu'on a attrapé ces injonctions, ces attentes et ces contraintes, et comment est-ce qu'on les transforme en opérations qui viendront vous apporter, vous, en tant que membre du LIT Ouest-RL ou en tant que partenaire de nos opérations en général, c'est j'allais dire, de faire un effort de nos actions qui prennent en compte ce qu'on vient de se dire. Voilà. Et donc, si on va en dérouler quelques-unes là, et puis on ne va pas faire une présentation totalement structurée de ce qu'on fait dans le cadre du LIT Ouest-RL, parce qu'encore une fois, comme on est multipartenaire, ce serait peut-être un petit peu long. Mais si on prend par exemple, et puis vous allez avoir 2 diapositives d'exemples comme ça, contradiction entre attente sociétale et un comportement de consommation, un comportement d'achat. On vient de lancer une étude sur la compréhension des comportements de consommation alimentaire, qu'on pourra réinjecter dans le regard que peut avoir le citoyen et qu'on pourra mettre aussi en regard de ce qu'on comprend de la mise en œuvre ou de la faisabilité de la mise en œuvre des référentiels techniques du LIT Ouest-RL. Une aversion au risque des éleveurs à tester, à mettre en œuvre des innovations permettant de s'engager vers plus de bien-être animal comme injonction, c'est quelque chose que vous avez entendu tout à l'heure. Ce qu'on va continuer à faire, y compris avec les partenaires qui sont autour de la table, qui y participent, c'est continuer cette traque à l'innovation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle montre des choses qui existent déjà sur le terrain. On entend souvent les éleveurs nous dire « je ne suis pas une zone expérimentale ». Moi, je veux qu'on me propose des innovations, je veux bien faire mieux, mais qu'on me propose des choses qui marchent déjà, mais je n'ai pas envie de tester, ou en tout cas, j'ai envie de minimiser mon risque d'échec. La traque à l'innovation permet de capter des choses, quand je dis des choses, c'est des techniques, des mises en œuvre, des organisations qui fonctionnent déjà dans d'autres exploitations, et on va vectoriser, en particulier, je vois Rémi en haut à droite de l'écran, mais donc ça me fait penser aux chambres d'agriculture, mais aussi avec d'autres acteurs, de vectoriser cette traque à l'innovation. On va aussi tester des innovations, hein, donc dans le cadre du programme Territoire d'innovation, il y a un pipeline de projets d'innovation qui pourront, j'en vous en ai cité quelques-uns, qui pourront alimenter cet ensemble de connaissances qu'on pourra mettre à disposition de la profession. Et puis aussi, vous le savez, pour ceux qui nous suivent et qui participent avec nous, dans les opérations de co-construction, on explore ces dimensions-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Alors, le bien-être, c'est quoi ? Là, la réponse pour nous, en tout cas, c'est que ça nous confirme l'importance de structurer et continuer à travailler sur la définition de ces référentiels techniques bien-être animal LIT Ouest-RL dans la dimension technique des référentiels. On ne regarde pas leur usage quand on est en configuration LIT Ouest-RL. Et les conséquences d'un bien-être animal sur les autres degrés de performance, que ce soit environnemental ou économique. On est en train de travailler sur un premier sujet de co-construction d'outils d'évaluation multicritères avec les 2 autres dimensions environnement et économie. On va très probablement déjà avancer ce sujet-là, le dupliquer sur les autres espèces. Continuer. Opération programmée dans la notion de rejet d'industrialisation du vivant, hein, qui était un élément important tout à l'heure. On va lancer ce qu'on appelle nous le Caravan Tour, mais en tout cas un travail de design fiction avec le grand public. Qu'est-ce qu'on appelle le design fiction ? L'idée, c'est de dire qu'on va se mettre dans un avenir proche, donc réaliste, mais dans une forme de fiction, pour explorer des représentations de ce que peut être l'industrialisation ou l'absence d'industrialisation, et en fait mettre le citoyen et le consommateur face aux tensions qu'il autogénère, c'est-à-dire qu'il veut plus de liens, mais il veut vivre en ville, et puis si je caricature, il veut une jolie campagne, et quand il y a un coq qui chante à côté de chez lui, ça le gonfle. Donc évidemment, je vous fais quelque chose de simplifié. Notre travail là, il va être documenté avec des sociologues, avec des techniciens, avec des éthologues, avec des anthropologues, etc., pour avoir des scénarios qui sont construits et qui seront vectorisés, le terme il n'est pas très très bon, mais par une dimension graphique pour être plus immersive et pour pouvoir générer, on va dire, une mise en situation qui va nous consolider les messages qu'on a pu avoir et entendre jusqu'ici pour les rendre d'autant plus exploitables dans nos travaux et en particulier dans tout ce qui est construction de nouveaux bâtiments, qui est d'ailleurs la deuxième piste. Comme on a un travail de co-construction de bâtiments d'élevage port et on va commencer d'autres dans l'année qui arrive, notre intention c'est de confronter à un moment donné les travaux qui sont très professionnels et techniques, de confronter ces bâtiments avec des avis de citoyens et consommateurs qu'on ira voir et qu'on ira chercher, on va dire ça comme ça, dans la tuyauterie qu'on connaît et qu'on maîtrise aujourd'hui. Y compris avec votre concours, si vous voulez y participer, évidemment, avec grand plaisir. Donner le choix aux animaux, clairement, pour nous, c'est pas
j'allais dire, c'est pas une découverte absolue, mais en tout cas, il faut qu'on documente cette notion de donner le choix aux animaux, qu'on documente la notion de est-ce que small is beautiful ou pas, est-ce que vraiment c'est mieux dans les petites exploitations que chez les grandes. On a la réponse, hein, statistiquement c'est non. Voilà. Mais en tout cas, qu'on soit capable d'apporter des connaissances objectivées auprès des citoyens et qu'on puisse injecter ça aussi dans ce qu'on appelle un parcours numérique. Alors c'est pour donner des grands mots, mais l'idée c'est de dépasser la frontière ou la limite qu'on peut avoir de pouvoir parler à des citoyens de 14h à 17h, et s'ils ne peuvent pas venir, avec qui on cause. Et donc c'est d'augmenter, on va dire, notre périmètre d'interaction par l'intermédiaire du numérique. On est au XXIe siècle, on fait aussi, même si on préfère bien souvent se serrer la main. Aversion au risque des éleveurs à tester et à mettre en œuvre des innovations bien-être animal, diffusion, appropriation de nos résultats de la traque. On va mettre un peu de suspense ou de teaser. On vous raconte pas ce qu'on fait, mais on prépare des trucs. Voilà. Comme ça me fait gagner du temps et puis ça vous donne envie de continuer à nous suivre. Évidemment, je plaisante. Enfin, j'espère que vous voulez quand même continuer. Et puis créer du lien aussi avec la limitation de la distanciation. Là, on est sur des exemples de co-construction. C'est le cœur de réacteur pour nous, hein, la notion de recréer du lien. Vous avez compris, on est dans une ambition de concilier élevage et société pour faire en sorte qu'on est dans la même démarche qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le secteur existe encore demain. En tout cas, contribuer à, évidemment, nous tout seuls, Clémence et moi, en tant qu'opérationnel, on n'y arrivera pas tout seul. Mais en tout cas, contribuer à, par notre action, et typiquement la co-construction est un de ces vecteurs. Et pour recréer du lien, on a une piste qui est revenue très très régulièrement, qui est même, j'allais dire, autant exprimée du côté des citoyens que des éleveurs, c'est comment est-ce qu'on peut rendre les visites de fermes attractives, c'est-à-dire sécurisées pour les éleveurs, qu'ils ne soient pas dans une forme de pression, est-ce qu'on vient me vandaliser ou est-ce qu'on va me dire que je suis nul parce que quand on vient, il y a un porc qui n'est pas bien et tout le monde va regarder que ça. Donc lever toutes ces contraintes de gestion, de pression, du regard critique que peut avoir, et aussi pour les citoyens, pour qu'ils aient un parcours pédagogique au sens où ils arrivent à comprendre ce qu'il y a autour d'eux et pourquoi c'est là. Et c'est pas toujours extrêmement facile de décrire des environnements qui sont quand même très maîtrisés et très technologiques, ou en tout cas techniques, pas forcément technologiques, mais en tout cas très techniques que sont les bâtiments d'élevage en général. Je pense que j'ai terminé. Merci beaucoup d'avoir accepté de m'écouter parler en apnée quasiment pendant. Vous avez l'habitude pour ceux qui me connaissent. Voilà. La parole est à vous, donc on va donner la parole à Manon d'abord, pardon, excuse-moi, pour nous parler de co-construction dans le travail qu'on a fait avec l'abattage mobile. Manon va se présenter, va vous détailler ça, et après on prendra quelques petites minutes pour essayer de répondre à vos questions dans le chat. C'est comme ça qu'on dit. Bonjour à tous, Manon là, je suis chef de projet pour une association qui s'appelle l'Abattage mobile, qui a pour objectif de voir naître un outil d'abattage mobile sur la région Normandie à destination des éleveurs de porcs en vente directe, en agriculture biologique et en conventionnel. On a pu travailler avec le Bit Western dans le cadre de réflexion et d'organisation de 2 ateliers de construction. Donc, le premier était en février et il était sur le bien-être animal. Et le deuxième était au mois de mai. Et là, on a discuté autour de la logistique post-mortem des animaux et également du bien-être des opérateurs, parce que donc, c'est évident, on ne peut pas parler de bien-être animal sans parler également du bien-être des opérateurs au sein de l'abattoir. Et aujourd'hui, on sait que les maîtres abatteurs en abattoir ont un métier quand même qui est assez compliqué, contraignant et très physique. Donc, on voulait également relever cette notion-là. Donc, à ces 2 ateliers-là, on avait plusieurs invités. On avait des vétérinaires, on avait des éleveurs, des représentants de l'État, etc. Et l'avantage de ces 2 ateliers-là, c'est que ça nous a vraiment permis du coup de mettre tous les professionnels avec qui on a l'habitude de travailler autour de la table et de pouvoir avoir un aspect un petit peu pluridisciplinaire, ce qui était assez important pour nous, notamment dans un projet qui se veut quand même collectif. On a besoin d'avoir cet aspect-là pour pouvoir avancer et travailler. Et ces ateliers de co-construction-là nous ont permis quand même d'apporter des solutions pour améliorer notre outil d'abattage, que ce soit en termes logistiques, organisationnels ou également sur le plan du bien-être animal. Donc, par exemple, le fait d'avoir les représentants de l'État en termes d'aspect réglementaire, ça nous a aidé à mettre en place
des moyens pour améliorer le bien-être animal, le bien-être des éleveurs, tout en prenant en compte cet aspect réglementaire-là qui est, on ne va pas se mentir, très, très, très même indispensable quand on veut monter un atelier agroalimentaire, d'autant plus mobile. Voilà. Merci beaucoup et encore une fois, mes excuses. Pas de souci. Je voyais la montre, tu vois, c'était un... Essayer de répondre aux questions du chat sur les 5 minutes qui restent, et puis on se fera un plaisir partagé de finir à l'heure. Les citoyens souhaitent que les animaux ne souffrent pas. Est-ce qu'il s'agit d'une souffrance purement physique ou aussi mentale? En fait, c'est les deux, mon capitaine. Voilà. Clairement, ce sont les deux. Sur les étiquettes, que pensent les citoyens de leur multiplication? Alors, j'ai pas la réponse. La seule chose que je peux redire, c'est que il y a, par rapport aux étiquettes ou aux labels en général, une méconnaissance de ce qu'il y a derrière. Je vais dire ça comme ça. Et en fait, d'une certaine façon, c'est pour ça que le tiers de confiance est important. C'est-à-dire qu'à la limite, je caricature un tout petit peu, mais au moins ça permet de faire passer le message. Ça dépend plus de qui met l'étiquette, de ce qu'il y a sur l'étiquette, pour pouvoir avoir une confiance dans ce qui est écrit dessus. Voilà. Je vous laisse interpréter, parce que je ne peux pas vous en dire plus que ça. Et c'est un sujet qu'on va creuser d'ailleurs, on l'a annoncé au comité de pilotage d'avant-hier. On va regarder aussi cette notion de compréhension, perception des étiquetages sur nos sujets. On ne va pas regarder tout, évidemment, on peut pas. Voilà. Oui, effectivement, Pascal est quelqu'un d'ouvert. On a des acteurs comme ça qui sont en lien avec les citoyens et consommateurs qui sont ouverts. Un de nos enjeux, c'est d'essayer de travailler avec eux parce que justement, eux, ils ont une meilleure compréhension, ils ont les clés, ou en tout cas, ils ont les clés. Ils sont confrontés aux mêmes difficultés que nous, hein, voilà. Mais en tout cas, ils ont des clés par expérience de voir comment est-ce qu'on peut réduire ou travailler à la réduction de la distance entre les envies exprimés et les comportements de consommation. Donc clairement, nous, ça fait partie des axes qu'on va travailler avec eux, c'est pour ça que Pascal était là, vous l'avez compris. Et après, travailler avec des postures plus tranchées, voire dogmatiques, je ne peux pas répondre. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. En fait, je pense que comme on le fait nous, y compris dans la configuration d'Itwest-RL, c'est-à-dire qu'on a, et puis c'est vrai probablement pour tout partage d'opinion, il y a un continuum d'opinion à partir d'un certain moment, dans ces continuums d'opinion, il y a une trop grande distance entre les deux pour que le dialogue soit possible. Je pense qu'on ne peut pas parler avec tout le monde, mais en tout cas, l'importance, c'est de regarder cette grande majorité, et cette grande majorité n'est pas trop dans le dogmatisme, c'est ce que Pascal a très bien illustré tout à l'heure, et c'est là notre marge de manœuvre principale en tant que Itwest-RL en tout cas. Aversion à l'évaluation est-elle aussi vraie pour les auto-évaluations? Très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Et on la note, et c'est quelque chose qu'on va regarder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, répartition entre les types 1 et type 2 d'éleveurs face à la traque à l'innovation. Alors, le type 1, ce sont ceux qui mettent en place des petites innovations, et les petites innovations au sens pas système, ils ne modifient pas leur système. Et le type 2, c'était approche systémique. En fait, il y a un biais qu'on a, enfin il y a un biais, il y a un constat, il y a un constat qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup plus de marge de manœuvre sur le travail systémique chez les bovins que sur les espèces porcs et volailles, qui sont plus soumises au cahier des charges. Donc mécaniquement, on retrouve plus de type 1 chez volailles et porcs, et plus de type 2 chez les bovins. Voilà. Après, c'est aussi, nous on n'est pas sur, attention à ce que je vous dis encore une fois, on est un peu opportuniste, c'est-à-dire qu'on utilise nos réseaux et on discute avec les éleveurs qui veulent bien nous recevoir, qu'on arrive à intéresser, et donc on a plein de biais par rapport à ce que je viens de vous dire. Voilà. Ce n'est pas une représentation ni statistique, ni un enseignement majeur à tirer de ce constat-là qu'on fait. Sur un panel de combien de personnes ont été menées le travail du côté des citoyens et du côté des éleveurs? Alors, côté citoyen, en Normandie, on est sur 440 personnes. On n'a compté que la Normandie, et je pense qu'on fait raisonnablement x2 si on compte les 2 autres territoires. Voilà. Donc on est sur, allez, on va dire 800 personnes. On n'a pas parlé aux 800 personnes tout le temps. Des fois, on a des salles qui sont 30, 40, 50 personnes. Donc ça, c'est un premier élément. On a fait une étude quantitative que je n'ai pas détaillée tout à l'heure, et puis on va s'arrêter parce que c'est l'heure, avec OpinionWay, où on était sur des éléments statistiques. Et le nombre d'éleveurs,
On va dire que entre la track et les opérations de co-construction, on doit avoir discuté avec entre 50 et 60 éleveurs dans l'année. Et je crois qu'il y a un dernier. Eh bien, il n'y en a plus, figurez-vous, il est 12h30 et j'ai épuisé les questions, en tout cas celles qui sont posées, sauf problème technique de ma part. On aurait adoré évidemment avoir une discussion, mais on va la voir, puisque vous viendrez au BIT expert en octobre. De toute façon, vous avez nos coordonnées, on peut prolonger cette discussion, on peut creuser des points, on peut voir si ça peut générer des envies d'aller plus loin, y compris à travailler ou même appropriez-vous le sujet comme vous voulez de votre côté. Vous nous connaissez, vous avez nos coordonnées, on est à votre disposition en tant que de besoin. Et encore une fois, je remercie Clémence pour son travail tout au long de l'année. Merci Manon d'être venue avec nous aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. On est à 31, j'ai dépassé. Je vous remercie pour vos commentaires. Merci Laurent, puisque c'est celui qui s'affiche. Rémi, Laurent, ça j'ai lu le nom de famille. Merci Rémi. Geneviève, Agnès, Lydia. Merci à tous, voilà. Et à très bientôt. Bonne fin de journée à vous. Merci.